Donc bonjour à tous. Bienvenue pour cette présentation portant sur la connectivité aérienne et le développement touristique des destinations insulaires. Je me présente, Yann Otsenasek, doctorant en deuxième année en sciences économiques sous la direction de Sylvain Petit. Alors, le produit touristique en lui-même est un produit assez particulier puisque, dans un premier temps, cela rassemble les biens et les services que consomme un visiteur ou un touriste lorsqu'il visite une destination, mais également parce que c'est l'unique produit où c'est au consommateur de venir sur le lieu de production pour consommer le produit. Donc, c'est-à-dire avec la destination visitée, et pour les économistes, eh bien, c'est une particularité à prendre en compte. Alors ici, en 2019, déjà, on avait eu une année assez particulière puisque dans le tourisme mondial, on a eu une 10e année consécutive de croissance du tourisme. Et pour la Polynésie, eh bien, on avait pour la première fois donc 2 nouvelles compagnies aériennes internationales qui sont arrivées en 2018 qui avaient pu faire une année complète en Polynésie. Donc pour rappel, French Bee, les 2 compagnies aériennes qui sont arrivées, donc French Bee et United. French Bee propose donc, c'est une compagnie aérienne low cost qui propose des tarifs bas et donc qui se concentre donc sur les coûts les plus bas possibles. Et on avait l'habitude donc de voir sur des courts courriers comme en Europe ou aux États-Unis où ce business model est né, sauf que l'on n'avait jamais vu donc sur du long courrier. Et là, en fait, French Bee a innové. Donc avec ces 2 nouvelles compagnies aériennes, on avait eu donc une augmentation du tourisme, des arrivées touristiques et pour la première fois, on avait franchi la barre des 200 000 touristes, barre qui n'avait pas été franchie depuis 2017. Et puis, la crise sanitaire est arrivée et a un peu impacté tout ça. Donc, on avait une baisse en 2020 donc, du trafic aérien de passagers, mais également donc, une contraction du PIB donc allant de -4 à -5%. Et pour les compagnies aériennes, eh bien, ce fut assez difficile puisqu'ils ont dû licencier et 1 million d'emplois, donc il y a eu une baisse de 1 million d'emplois pour les compagnies aériennes. Enfin, tout cela a impacté le tourisme en général, donc avec une baisse des recettes touristiques. Donc ici, bien que la crise sanitaire ait impacté donc, la connectivité aérienne, eh bien, cela a permis en fait à la planète de se reposer un peu pour les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi en fait cette thèse prend en compte un volet environnemental qui sera intégré donc pour cette thèse. Donc la connectivité aérienne dans la littérature actuelle, eh bien, déjà le tourisme est un sujet assez récent dans la littérature, qui a été traité que depuis une dizaine d'années et encore pour le transport aérien a été intégré donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Donc la littérature actuelle met en évidence l'existence d'un lien entre la croissance de la demande touristique d'une destination et les éléments impactant sa connectivité, c'est-à-dire l'ouverture d'un marché, l'augmentation en capacité de siège, l'augmentation des services aériens directs et la libéralisation des marchés. On peut donc se demander comment et à quelle échelle donc, la connectivité aérienne impacte le développement touristique des destinations insulaires. Et pour pouvoir y répondre, cette thèse propose 3 axes qui seront des essais pour publication. Donc, en général, les thèses en économie se font assez souvent maintenant sur publication. Donc, ici, l'axe 1 portera sur la spécialisation touristique des destinations insulaires, où ici, on va étudier les avantages et les désavantages comparatifs des destinations insulaires en analysant les flux bilatéraux. Ensuite, on verra donc les bénéfices engendrés par la connectivité aérienne et donc la réglementation et les destinations insulaires. Et ici, à partir d'un modèle économétrique, l'idée est d'observer les effets d'un changement dans la réglementation, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence du transport aérien des destinations insulaires sur l'économie. Enfin, dans un 3e axe, nous allons donc voir les coûts qui sont engendrés un peu par le transport aérien, notamment les coûts environnementaux, où ici on fait des estimations des gaz à effet de serre
engendrés par le transport aérien en Polynésie française sur 2009-2019. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement une partie de l'axe 2 et l'axe 3 en entier. L'axe 1, je le garderai donc pour l'année prochaine. Donc, pour l'axe 2, eh bien, la partie que je vais présenter donc, fait l'objet d'une publication, donc c'est en attente de publication. Donc, ici, on étudie l'ouverture à la concurrence du transport aérien international de la Polynésie française et à partir d'un modèle économétrique, donc faisant intervenir un indicateur d'activité économique, le nombre d'arrivées d'avions internationaux, le taux de change avec le dollar américain et les effets de saisonnalité sont également traités. On essaie donc d'estimer les arrivées touristiques pour l'année 2019. Donc ce travail a été déjà fait auparavant. Donc les données utilisées proviennent de l'ISPF et se basent donc sur les années 2007 à 2017 avec des données mensuelles et la base de données contient 132 observations. Donc on parle sur deux scénarios. Donc le premier scénario, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu l'arrivée de deux nouvelles compagnies aériennes, et le deuxième scénario avec donc la prise en compte de l'arrivée des deux compagnies aériennes. Donc nos simulations permettent dans un premier temps de voir que s'il n'y avait pas eu l'arrivée de la concurrence, eh bien on aurait une augmentation des touristes de plus 9,7%, alors qu'en réalité on a eu une augmentation de plus 18,9%. Maintenant, en prenant en compte l'arrivée des deux nouvelles compagnies aériennes et l'augmentation des offres de sièges, donc potentiellement on aurait pu atteindre 23,6% en augmentation, sauf qu'en réalité on a eu plus 18,9%. Donc maintenant je vais passer à l'axe 3 qui est en cours de rédaction et qui porte sur les émissions de gaz à effet de serre pour la Polynésie française. Donc, en 2017, selon l'INSEE, les émissions mondiales de gaz à effet de serre s'élevaient à 53,5 milliards d'équivalent CO2, soit plus 40% par rapport à 1990. Le transport aérien lui-même représentait 2% des émissions mondiales de CO2. Et le CO2 lui-même représente 3/4 des émissions en fait, de gaz à effet de serre dans le monde. Mais il existe d'autres contaminants, comme le monoxyde de carbone, les hydrocarbures, les oxydes de soufre et les oxydes d'azote. Donc dans cet article, dans cette recherche, dans un premier temps, nous allons estimer les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le vol en entier. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons nous concentrer sur les phases du vol en dessous de 1000 mètres d'altitude. Donc la littérature actuelle, la plupart des études portent sur les émissions de gaz à effet de serre en dessous de 1000 mètres d'altitude, tout simplement parce qu'il existe des méthodes très poussées pour pouvoir les estimer. Et pour le vol en entier, on a des méthodes qui sont un peu moins poussées. Donc, 3 méthodologies seront vues. Donc, la première méthodologie provient de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, qui consiste à multiplier les facteurs d'émission par la distance du voyage et le nombre de passagers par vol. La méthodologie numéro 2 partant en fait du calculateur de l'Organisation de l'aviation civile internationale, où on calcule les émissions par passager et que l'on multiplie donc par le nombre de passagers transportés par ligne. Donc les résultats sont les suivants. Donc on peut voir qu'entre 2017 et 2018, il y a bien eu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Polynésie française sur toutes les lignes. Et on peut voir en fait une différence entre les deux méthodologies. La première méthodologie a tendance à surestimer les émissions de gaz à effet de serre, alors que la deuxième méthodologie est beaucoup plus fine et beaucoup plus précise. Donc entre 2017 et 2019, on observe donc une augmentation des émissions comprise entre plus 43% et plus 48%, alors qu'on avait vu une augmentation des arrivées touristiques de plus 18%. Donc ça peut paraître énorme de voir 800 000 tonnes de gaz à effet de serre qui sont émises par les lignes, par le transport aérien en Polynésie française,
mais en réalité, ça ne représente même pas les émissions de gaz à effet de serre de Hawaiian Airlines sur toutes ces lignes. Hawaiian Airlines, en 2012, avait émis 2 millions de tonnes de CO2 sur toutes ces lignes. United Airlines, sur toutes ces lignes, sur la même année, donc en 2012, avait émis plus de 43 millions de tonnes de CO2. Donc, au niveau de la destination, à titre comparatif, la seule étude qui existe qui peut être à peu près comparée avec la Polynésie française concerne les îles Canaries, où la même méthodologie a été utilisée pour estimer les émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau des îles Canaries, eh bien, on a un peu plus de 6 millions de tonnes de CO2 émises par année. Donc, nous allons voir maintenant les émissions de gaz à effet de serre sur les phases de décollage et d'atterrissage. Eh bien, ici, la méthodologie consiste à utiliser les facteurs d'émission de chaque moteur d'avion qui sont multipliés par le temps de la phase, le flux de carburant dans le monde et le nombre d'avions. Et ici, la méthodologie donc, de l'OACI permet d'estimer les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Et on peut voir qu'en fait, entre 2017 et 2019, il y a bien une augmentation de ces polluants atmosphériques. Donc, au niveau de ces polluants atmosphériques, eh bien, en comparaison, on peut voir qu'il y a eu une baisse des hydrocarbures et des monoxydes de carbone, alors que les oxydes d'azote, eux, ont augmenté. Donc, on peut se demander d'où provient cette augmentation. Et lorsqu'on regarde en détail sur chaque ligne, on peut voir donc qu'en outre de l'augmentation engendrée par French Bee et United, l'augmentation principale provient donc de ATN, qui avait changé ses avions à ce moment-là. Maintenant, donc, pour les perspectives et recherches futures, donc l'axe 1, la base de données a été compilée, et bien, le traitement débutera prochainement. L'axe 2, donc la base de données est en cours de compilation, et la seconde partie portant sur la Polynésie française est en attente de publication. Et enfin, l'axe 3, les estimations sont terminées et l'article est en fin de rédaction. Donc, pour une recherche future, on aurait donc les tests de causalité sur la connectivité aérienne et la demande touristique des destinations insulaires, comme ce qui a été fait dans la littérature, mais qui n'avait jamais été appliqué à des destinations insulaires. Je vous remercie de votre attention. Bien, avez-vous des questions? Merci. Bonjour. Donc, si je reprends ton axe 3 qui a des préoccupations écologiques en termes de CO2, etc. Donc, bien sûr, c'est la tendance mondiale. Alors, pour l'instant, c'est un travail descriptif. Peut-être que dans cette description, il y a aussi des manques parce que tu prends en fait les statistiques des grandes lignes, enfin des longs courriers. Mais il y a toute la partie, enfin si tu t'intéresses à la Polynésie, il y a toute la partie domestique, etc. Et puis, enfin, en termes de critique, ça pourrait être aussi les types de moteurs, tu en parles, mais tu sais qu'il y a plusieurs générations de moteurs et que, voilà, donc je ne sais pas si dans les estimations tout ça est pris en compte. Voilà, mais au-delà. Donc ces statistiques-là, enfin cette description, qu'est-ce que tu peux en faire finalement en termes de perspective et en termes de... surtout qu'ici en Polynésie, on est hyper dépendant en fait de ces avions-là. Donc on ne pourra pas un jour imaginer les supprimer, etc. Donc dans cette perspective, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme solution en fait que tu vas sans doute proposer dans ta thèse, quoi? Donc au niveau des émissions concernant les avions, donc, il y a bien une évolution au niveau des moteurs donc, qui permettent de réduire le carburant utilisé. De même pour les moteurs, donc ça j'ai essayé de prendre en compte au moment des estimations, sauf que avec la base de données que j'ai, donc elle n'est pas assez précise au niveau donc, de la Polynésie française. Si j'avais un peu plus de données donc, concernant le nombre pas le nombre d'avions exact, mais le nombre de passagers exact qu'il y a eu dans chaque vol, mais également le fret qu'il y a eu dans chaque vol, j'aurais pu en fait faire des émissions beaucoup plus précises.
Donc là, ici, j'ai essayé de prendre en compte chaque moteur d'avion donc, qui a été utilisé. Donc, pour chaque moteur d'avion, il y a eu plusieurs versions qui sont sorties au fur et à mesure. Donc, les tests ont été faits par l'Organisation de l'aviation civile sur plusieurs, par exemple, pour le moteur du nouvel avion de ATN, donc le Boeing 787. Il y a, par exemple, ils utilisent le 30 000, et le 30 000, au niveau du 30 000, il y a au moins une quarantaine en fait, de versions qui existent. Cependant, donc, il y avait d'autres possibilités. Donc, ils avaient le choix entre le 30 000, le GE-GEnx 2B, quelque chose comme ça, et un autre moteur en plus. Donc là, j'ai pris en compte uniquement le 30 000 pour leur choix. Et en fait, lorsque l'on regarde sur les autres moteurs qu'ils avaient le choix, en fait, il y avait le deuxième moteur qui était beaucoup moins polluant en fait, sur les phases de décollage et d'atterrissage. Mais l'avantage du 30 000, c'est que sur le vol en entier, en fait, il arrive à faire des économies de carburant. Et pour ce qui concerne les perspectives, alors plus d'ordre économique peut-être ou politique en fait. Donc, il est clair. Donc ça, c'est pas inclus dans ta thèse, en fait, ça fait pas partie de la sphère thématique de ta thèse. Pour l'instant, non, j'ai pas prévu donc de l'intégrer, mais il faudrait que je l'intègre du coup à l'intérieur. Donc, merci pour la remarque. Par contre, il serait possible, si l'on part d'un des articles donc, présents dans la revue de littérature, que s'il y a donc une instauration donc d'une taxe portant sur les émissions de gaz à effet de serre en Polynésie française, qui pourrait engendrer en fait des revenus supplémentaires pour la Polynésie, mais donc ça reste une question un peu, une question où il faudrait creuser. Donc, merci. Bien. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Toujours concernant l'axe 3 donc, écologique, j'ai bien compris que l'étude était centrée autour des gaz à effet de serre, mais est-ce qu'il existe des moyens d'estimer la partie effet de traînée, c'est-à-dire les traînées blanches qu'on voit derrière les avions et qui constituent, il me semble, la moitié de la part... la moitié de l'impact du réchauffement dû aux avions. Est-ce que c'est un axe qui sera exploré ou pas du tout? Alors pour cette thèse, non, mais peut-être pour une recherche future, on pourrait s'intéresser à ça. Donc moi, je me suis basé uniquement sur les méthodologies donc, que j'ai pu voir en économie portant donc, sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais je ne suis pas un spécialiste du sujet, donc... peut-être donc avec quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi donc sur les émissions de gaz à effet de serre pour les traiter donc à des traînées blanches. D'accord, merci beaucoup. Devant, et puis on arrête. Au directeur de l'école doctorale. Oui, bonjour. En fait, moi j'ai une question. Je me pose un peu la question qu'il y a entre le titre de la thèse et l'axe 3, le titre de la thèse, c'est vraiment donc, une approche économique. Et les indicateurs que tu as choisis dans l'axe 3, c'est purement des indicateurs environnementaux. Et donc, quel est le lien entre l'économie et l'approche purement environnementale? Alors, au niveau de l'économie, donc dans un premier temps, j'ai essayé de voir donc, les bénéfices engendrés par le transport aérien et de l'autre côté, en fait, les coûts que l'on doit payer au niveau de la Polynésie donc, pour pouvoir bénéficier de cette augmentation de l'activité économique. Donc c'est pour ça que j'ai intégré donc, le coût environnemental dans un deuxième temps et dans un premier temps donc, les bénéfices donc, engendrés par le transport aérien. Mais le coût environnemental n'est pas un coût économique. Oui, mais on pourrait estimer donc, au niveau des taxes. Bien. Alors les deux suivants normalement ne sont pas là. Ils sont en métropole, mais donc